Victimes et bourreaux oubliés du procès Hissène Habré, pourquoi les chambres africaines extraordinaires doivent aller plus loin? Une enquête de Justine Okimi. Pourquoi avoir attendu 23 ans pour juger Hissène Habré? Une juridiction africaine peut-elle juger un homme déjà condamné à mort dans son pays? Pourquoi tant de victimes se taisent? L'arbre Habré cache-t-il une forêt de complices encore haut placés? Les archives de la DDS ont-elles livré tous leurs secrets? Pourquoi les associations de victimes choisissent-elles des avocats peu expérimentés? Faut-il renoncer à un procès sous prétexte qu'il serait imparfait? Pourquoi les chambres africaines extraordinaires ignorent-elles les victimes du Septembre Noir, des massacres au sud et des représailles contre les Hadiaraï? Déby, en le finançant, biaise-t-il le procès Habré? Pourquoi toutes les enquêtes s'arrêtent à N'Djamena? Pourquoi la sudiste Jacqueline Moudena n'est-elle jamais allée recueillir la parole des victimes de Delhi? Peut-on dénoncer la sous-information des chambres africaines sans passer pour un suppôt d'Habré? Parle-t-on autant de ce procès à Dakar qu'à N'Djamena? Sera-t-il diffusé au Tchad? Pourquoi Déby ne semble plus redouter ce procès? Le piège de la focalisation sur Habré. Dresser le portrait du président africain criminel est désormais un exercice de style. À l'heure des bilans, des enquêtes et des procès, il est fréquent de constater que l'arbre du tyran cache en fait une forêt de victimes et de complices délaissés par les enquêteurs, les journalistes et les instructions, car moins faciles à appréhender et à présenter. Des victimes qu'il faut identifier, faire témoigner, en vue d'une reconnaissance officielle de leurs souffrances et pertes dans l'hypothèse de dédommagement et de réparation, en vue plus largement de l'établissement de la vérité, celle des faits, des dates, des lieux, des circonstances et des protagonistes, en vue enfin de pouvoir, grâce à ces paroles libérées, définir l'identité des bourreaux et autres maillons des chaînes administratives, policières, militaires, politiques et criminelles, jusqu'à leurs équitables et pédagogiques passages devant les tribunaux. L'ancien président tchadien Hissène Habré, 1982-1990, fut accueilli au Sénégal à sa chute. Depuis juillet 2013, il y est emprisonné, accusé de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et d'actes de torture. Le collectif des victimes d'Habré, leurs avocats et leurs soutiens, l'ONG Human Rights Watch en particulier, ont reçu comme un encouragement cette arrestation, ainsi que les déclarations et nouvelles nominations au ministère de la Justice du Sénégal, qui faisait elle-même suite à la mise en place, pour mettre un terme aux arguties juridiques et débats politiques qui ont sclérosé l'affaire depuis 23 ans, d'une juridiction ad hoc par l'Union africaine, les chambres africaines extraordinaires, qui ont pour mission d'aller enquêter au Tchad. Maintes fois annoncé et reporté, ce procès historique semble avoir enfin une chance de se tenir avant fin 2014. Évitera-t-il l'écueil de la personnalisation du procès à travers la diabolisation d'un accusé qui ne devrait logiquement pas être seul dans le box? Ce ne sont pas les arrestations en juillet 2013 sur la base d'une procédure ouverte au Tchad en 1996 du général Mbaye Koubou et de Saleh Younous qui vont contredire l'impression qu'en l'état, ce procès risque de ne satisfaire personne. Ces arrestations s'ajoutant sans rien dissiper de cette impression pénible aux mandats d'arrêt internationaux plus ou moins judicieux émis au Tchad le 16 mai 2013, 7 ans après les précédents, contre l'ancien opposant armé Mahamat Nouri, qui réagira depuis son exil français en rappelant que sous Habré, ses fonctions s'exerçaient à l'international, puis à la direction de la compagnie Air Tchad. Bichara Idriss Agar, ancien membre du bureau politique, Banjim Bandoum, qui témoignait déjà dans un documentaire de Canal+ en 2009, et Abakar Torbo. De même, une dizaine d'anciens agents de la Direction de la Documentation et de la Sécurité, la fameuse DDS, visés par les plaintes de victimes, ont été le même jour mis sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de N'Djamena. Mentionnons enfin dans la même période l'arrestation de Mahamad Djibrin, dit El Jonto, ancien responsable de la DDS, accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, qui pourrait être extradé vers le Sénégal et rejoindre Habré sur le banc des accusés. Quid des complices d'Habré qui auraient pu désobéir? Chacun le comprend, il serait malhonnête de considérer qu'Habré a agi seul, tué, torturé de ses propres mains. La justice traduit cette réalité en lui imputant la responsabilité des actes commis, celle du donneur d'ordre. On parle de 40 000 morts sous Habré, dont 10% seulement ont été identifiés. Lorsque le nombre de crimes atteint de telles proportions, lorsque la réalisation de ces crimes implique autant d'hommes, relayant et exécutant des ordres, la responsabilité du chef, celle du donneur d'ordre, ne saurait être la seule engagée. Habré doit être jugé et puni à la hauteur de responsabilités établies par une enquête, une instruction et un procès, tous trois impartiaux. Et quid de ceux qui l'ont aidé? Ceux qui avec zèle ont précédé ses ordres, ceux qui se contentèrent d'appliquer les consignes meurtrières, ceux qui auraient pu désobéir à leurs supérieurs et cesser d'établir les listes de gens à arrêter, refuser d'arrêter ces gens, de les transporter, de les garder dans des cellules ignobles, de les interroger, de les torturer, de les battre à mort, de les tuer, de constater réglementairement leur décès, de faire disparaître leurs corps dans des fosses communes ou des charniers, d'insigner jusqu'à leur passage sur terre en interdisant aux familles des suppliciés de faire le deuil. Leurs responsabilités et culpabilités à tous doivent être établies également,
Il en va de la justice, de la vérité, de la concorde, de la paix et de la possibilité d'une réconciliation au Tchad. S'il peut sembler logique que les fonctions qu'il a occupées, la personnalité, la notoriété et les réseaux particulièrement actifs d'Hissène Habré éclipsent médiatiquement ses complices, il n'est en revanche pas acceptable que cette focalisation nuise aux intérêts des victimes et à la vérité historique, par omission et en se satisfaisant de la démonstration de la responsabilité du seul Habré. En ne concevant ces 8 années de règne et de tuerie qu'à l'aune de la cruauté d'un seul, en refusant de voir dans ces massacres et représailles un mode de gouvernement non seulement répandu, mais reproductible. Pour tuer 40 000 personnes, il faut plus qu'un dictateur, plus qu'une police politique, la trop fameuse direction de la documentation et de la sécurité, et un parti unique. Il faut un système qu'on ne risque pas de mettre en lumière en sacrifiant à la seule traque du dictateur. Allez recueillir les témoignages de victimes hors de N'Djamena, dans le Tchad profond. À ce jour, à consulter les enquêtes successives, les campagnes de presse, les documentaires et les comptes rendus qui ont suivi les premiers déplacements des chambres africaines extraordinaires au Tchad durant l'été 2013, toutes et tous sont allés à N'Djamena et dans ses environs, pas plus loin. Malheureusement jamais plus loin. Personne ne semble être encore allé dans le sud du Tchad recenser les villes et villages meurtris, dénombrer les morts, exhumer les charniers liés au terrible septembre noir de 1984, conjointement imputés à Idriss Déby, le successeur d'Habré, alors sous ses ordres par certaines victimes, et à des dizaines d'autres tueries de plus ou moins grande envergure à partir de 1983. Ni dans la région du Guéra, ensanglantée à partir de 1986 par les représailles contre les Ayaraï, suivies par celles contre les Agawa en 1988, qui seront fatales à Hissène Habré puisqu'elles entraîneront en retour la sédition d'un des hommes les plus importants de son régime, de son système, Idriss Déby, qui en 1990 le déposera et préside toujours aux destinées du Tchad. Sans parler de populations aussi régulièrement persécutées qu'oubliées des bilans, comme les Arabes du Bata, du Salama, et les populations du Chari Baguirmi, soupçonnées à travers leurs activités commerciales de favoriser les desseins du Conseil démocratique de la Révolution CDR qui était alors en Libye. Des victimes et des bourreaux qu'il faut absolument rencontrer là où elles se trouvent. En région, jusque dans les villages les plus reculés, dans le Tchad profond, insiste l'une d'elles. Des victimes qui n'ont pas toutes témoigné et loin s'en faut. On appuie d'ailleurs volontiers sur ce point du côté des défenseurs d'Habré, le nombre relativement peu élevé de victimes prêtes à témoigner. Personne n'oserait mettre en question celles dont les plaintes ont fini par aboutir et envoyer Habré devant la justice sénégalaise et même en prison. Néanmoins, répondant aux questions directes de la chaîne sénégalaise TFM, Jacqueline Moudeina, figure de la lutte pour les droits de l'homme au Tchad et un des avocats du collectif des victimes d'Hissène Habré, fut obligée de réaffirmer qu'elle ne fabrique pas de victimes. Au passage, la précision et la constance des questions du journaliste ce jour-là renseignent sur l'intensité du travail de lobbying auprès des médias réalisé par les communicants d'Habré. Nous avons pu nous procurer un des mails qu'ils envoient aux personnalités du monde politique, des affaires et des médias sénégalaises. Consulter la richesse de leur carnet d'adresses et la fréquence de leurs impérieux envois. Le meilleur moyen de clore ces stériles, paralysantes et sordides polémiques ne serait-il pas de pousser plus avant les enquêtes et collectes de témoignages, en se rendant là où ni les représentants des victimes ni les chambres africaines extraordinaires ne se sont rendus, en ramenant des témoignages suffisamment nombreux, suffisamment précis pour balayer les objections et correspondre davantage à la tragique réalité. Ceux de victimes parfois encore apeurées, à qui il faut faire entendre l'importance de leurs paroles dans une perspective de justice et de réconciliation. Des victimes convaincues de la vacuité de la moindre démarche, qui pourrait même entraîner de nouvelles représailles, de nouvelles disparitions. Lorsque nous lui demanderons pourquoi certains se murent ainsi dans le silence, Ousmane, étudiant sous Habré et originaire du Guéra, nous expliquera que beaucoup considèrent qu'en étant chassé du pouvoir, en l'ayant perdu, au sens financier et militaire du terme, Hissène avait déjà été puni. Inutile d'y revenir, mieux vaut oublier, passer à autre chose. Fin de citation. Il y a le poids des traditions, qui amène plus au silence et à la honte qu'au déballage, la crainte de la stigmatisation et du regard extérieur, souvent évoqué après les viols et les tortures physiques humiliantes, particulièrement en milieu rural. La multiplication des conflits, leur banalisation, l'habitude de souffrir, de perdre des proches. Le poids de l'islam aussi peut-être pour nous musulmans, qui nous fera plus accepter les douleurs comme des épreuves que comme des injustices. Fin de citation. Comme si les destins spirituels de chacun importaient plus qu'une justice des hommes en laquelle il y aurait peu de raisons de croire au Tchad. Que pourrait-il bien révéler que tout le monde ne sache déjà, et que tout le monde ne taise déjà aussi, semble-t-il penser les uns et les autres. Ousmane et Elisabeth, chrétiennes et originaires, elles, du Sud, sont convaincus de la nécessité de libérer et de recueillir la parole des victimes, mais aussi celle des bourreaux. Sur ce point, l'unanimité se fait. Garantir à ceux-ci le respect de leurs droits fondamentaux et une justice équitable. Pour parvenir enfin à une version réaliste de tout ce qui s'est passé. Victimes d'abord, bourreaux ensuite, les identifier, les convaincre de témoigner, cela permettrait de quantifier, de mesurer les degrés d'implication de chacun. Fin de citation. Définir qui étaient les titulaires de certains postes et fonctions, devenus les rouages d'une machine à massacrer, avant pour certains, sous le régime suivant, de se voir promus aux fonctionnaires, de monter en grade.
La dimension historique et pédagogique du procès Habré. Il y a aussi une incontestable dimension historique et pédagogique du procès Habré pour Ousmane. Il est appelé à faire jurisprudence pour les chefs d'État en place actuellement sur le continent. Il annonce des lendemains difficiles pour ceux qui ne parviendront pas à conserver le pouvoir. Et effectivement, si le procès Habré atteignait à l'exemplarité, il y a fort à parier que les populations africaines en tireraient un modèle. Je cite, « Si Habré est bel et bien jugé, condamné et que la peine prononcée est appliquée, 3 points de suspension. » Pour les peuples, les jeunesses en formation, les sociétés civiles, les médias et contre-pouvoirs, au Tchad et dans toute l'Afrique francophone, ce procès a une puissante portée symbolique. Le président sénégalais Macky Sall ne s'y est pas trompé, qui y a vu l'occasion de redorer le blason de son pays, singulièrement terni par les louvoiements, retournements et autres pirouettes de son prédécesseur Abdoulaye Wade, qui lui-même avait hérité du problème en succédant à Abdou Diouf en 2000, qui avait accueilli Habré officiellement pour raisons humanitaires en 1990. Car depuis 23 ans, Hissène Habré vivait en toute impunité et en toute sécurité au Sénégal. Après sa chute, une commission d'enquête fut mandatée au Tchad par le nouveau pouvoir. C'est à elle qu'on doit l'estimation du nombre de victimes qui, par défaut, fait autorité aujourd'hui. Hissène Habré sera même condamné à mort par contumace dans son pays. On l'a vu plus haut, des procédures judiciaires contre d'anciens responsables de la DDS seront ouvertes en 1996. Pendant toutes ces années, Hissène Habré sera à peine dérangé par quelques questions de la justice sénégalaise, et aura eu tout loisir, lui qu'on accuse d'avoir quitté le pouvoir en emportant ce qu'il y avait dans les caisses du trésor, d'entretenir d'utiles relations dans la bonne société dakaroise. Lui qu'on dit en particulier très impliqué dans la vie maraboutique, qui n'est pas sans influence politique au Sénégal. En janvier 2000, une plainte est déposée contre lui au Sénégal pour crime contre l'humanité et torture. Elle aboutit 2 mois plus tard à une inculpation. Habré fait appel. L'affaire se poursuit en cassation. Parallèlement, un juge français a enquêté et produit des conclusions à même de justifier qu'un mandat d'arrêt international soit lancé et exécuté le 15 novembre 2001. Habré sera arrêté et passera quelques heures avec la police. La Belgique demandera en vain son extradition. Le Sénégal de Wade finira par se dire incompétent à juger l'ancien président tchadien et s'en remettra à l'arbitrage de l'Union africaine. Celle-ci, en rebond à une des décisions de la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, saisie par les défenseurs d'Habré, demandera officiellement au Sénégal de prendre en charge le futur procès Habré. C'est à l'issue de cette épopée politico-judiciaire que sont nées les chambres africaines extraordinaires. Elles sont au nombre de 4 et disposent de 27 mois pour la ou les instructions, le ou les procès et appels. Les CAE ont peu de temps pour recueillir les témoignages de victimes et de bourreaux. Ce qui renvoie à fin 2014 et ne laisse en définitive qu'assez peu de temps à ces chambres africaines extraordinaires si elles venaient lors de leur prochain séjour au Tchad à ne pas se contenter d'enquêter à N'Djamena, ou si de même elles ne se contentaient pas des plaintes et des victimes que défendent les associations présentes dans ce combat depuis le début. À ce propos, Ousmane est assez remonté. Quel grand procès a gagné maître Jacqueline Moudeina? Dans quelles grandes affaires a-t-elle plaidé? Je voudrais comprendre pourquoi on a choisi des avocats qui manquent singulièrement d'expérience pour affronter ceux d'Hissène, qui sont bien plus aguerris. Fin de citation. Elisabeth, victime elle aussi dans sa famille des exactions et massacres au sud, se souvient parfaitement de ce jour du Septembre Noir en 1984, lors duquel à Delhi, à 30 km de Moundou, la population a été rassemblée dans une église, celle-ci arrosée d'essence et incendiée. L'ordre avait été donné, selon ses parents, par un certain Idriss Déby, comme chef ou commandant en chef des forces armées du Nord, FAN, puis des forces armées nationales du Tchad, FANT, membre du premier cercle du pouvoir et de la DDS, et ou responsable de la sécurité. Pourquoi maître Jacqueline Moudeina, que je soutiens à fond, à 2000%, n'est-elle pas allée à Delhi? Demande Elisabeth. Comme une réponse à autant de légitimes interrogations, en même temps qu'une habile manœuvre politique sur le plan régional, le Sénégalais Sidiki Kaba, longtemps avocat du collectif des victimes d'Hissène Habré, est nommé ministre de la Justice par Macky Sall début septembre 2013. Les partisans d'Habré n'ont pas manqué de voir dans ce coup d'accélérateur impulsé par l'exécutif sénégalais ce qu'ils nomment avec emphase un conflit d'intérêts. Même si certains continuent de regretter qu'ils ne se tiennent pas au Tchad, nombreux sont les observateurs qui attendent de ce procès une procédure, une instruction et des conclusions à portée universelle. Mais d'abord africaine. La Cour pénale internationale, parfois rebaptisée Cour pénale africaine, tant ne semble devoir y comparaître que des Africains, Taylor, Bemba, Gbagbo, cédant ici au soulagement général la place à une justice continentale, qu'on espère plus à même d'enquêter, moins sujette à des pressions internationales et à des financements privés intéressés aux résultats des procès. Le procès d'Hissène Habré doit permettre d'exposer le portrait robot d'un régime autoritaire dans son fonctionnement mécanique, dans sa brutalité quotidienne, dans sa logique criminelle réclamant l'obéissance aveugle de supplétifs et d'intermédiaires qui pouvaient, qui auraient dû désobéir et ne pas se plier aux exigences d'un pouvoir central. Grâce à ce procès, on doit pouvoir reconnaître et définir ces mécanismes ainsi qu'un statut pour les victimes, et la diversité des crimes et délits subis par elles. De la torture à la mort, en passant par la disparition, l'incarcération dans d'inhumaines conditions,
les cadavres rafraîchissant par leur température plus basse les prisonniers encore vivants et entassés, les humiliations, le déclassement social et économique, la marginalisation, la folie, l'isolement. Les archives de la DDS ont-elles livré tous leurs secrets? Dans les reportages et rares documentaires consacrés au procès Habré, si d'autres lieux que la capitale sont évoqués, les caméras que nous suivons ne s'y rendent pas. Au mieux, quelques images d'archives obligeamment fournies par la télévision d'État tchadienne, filmées durant les travaux de la commission d'enquête de 1991, donnant à voir des charniers aux environs de N'Djamena, révélant quelques centaines de victimes, qui, faute de moyens, ne furent jamais identifiées. Faute de moyens, vraiment? Pour Ousmane, rien n'aurait été plus aisé pour le MPS arrivant au pouvoir avec Déby en 1990 que d'établir, je cite, ministère par ministère, administration par administration, corps constitué par corps constitué, les responsabilités. Au-dessus de ces charniers et fosses communes, ni stèle ni pierre tombale. On construit des maisons. Les bulldozers dament les chemins et enfoncent encore plus profond ces morts dans le sol. Combien de fosses communes improvisées dans le reste du pays? 20 ans après, il est chaque jour plus difficile de trouver des preuves tangibles des exactions du régime. Surtout si l'on ne sort pas de N'Djamena, est-on tenté de tristement ironiser. En dehors des victimes plaignantes, le vrai moteur de toute la campagne pour faire traduire Hissène Habré devant une juridiction internationale, c'est, depuis 2000, le représentant de l'ONG Human Rights Watch, l'avocat Reed Brody. Assez significatif du prisme réducteur et prétendument plus efficace qui consiste à vouloir prouver l'implication d'Habré, et seulement l'implication d'Habré. Human Rights Watch, Vénard, a fortuitement retrouvé des cartons de dossiers de la DDS, directement rattachés à la présidence de la République, créée en janvier 1983, son bras armé est le commandement de la Brigade spéciale d'intervention rapide, BSIR. Dans un rapport de mai 1992, la commission d'enquête nationale du ministère tchadien de la Justice la rend responsable des morts de 3780 Tchadiens et 26 étrangers. La même commission avouait que le résultat de ces travaux ne couvrait que 10% seulement de ce qui s'était passé. Le nombre de détenus politiques entre 1982 et 1990 avait en tout cas officiellement dépassé 54 000. Human Rights Watch découvre dans les cartons de la DDS des rapports, listes de prisonniers, fiches, récits d'arrestation et d'interrogatoires, souvent conclus par la mort du questionné. Plus de 800 certificats de décès, autant de responsables à identifier, de familles à informer, 800 preuves de plus contre Habré. Les milliers de notes et rapports étaient envoyés nommément à Habré. Aussi Brody peut-il annoncer que la nouvelle plainte, celle de 2009, va s'appuyer sur ces milliers de documents mais aussi sur les témoignages des rescapés. Parmi ceux-ci, Clément Abaïfouta, représentant de l'association des victimes d'Habré, qui après 4 années passées en prison secrète, ne sait toujours pas pourquoi il a été enfermé. Il emmène l'équipe de Canal+ à quelques kilomètres de N'Djamena dans ce qu'il appelle la plaine des morts. Fossoyeur avec 4 autres prisonniers, il enterrait les victimes du régime dans des fosses communes. Plus de 1000 en 4 ans. Les morts arrivaient de toutes les prisons de N'Djamena, chaque jour, 5, 8, 10, 30, 40 corps. Abaïfouta, encore abasourdi, donne même le nom du geôlier, démontrant qu'une enquête rigoureuse menée par les CAE, mais aussi par des journalistes, permettrait de récupérer les noms de geôliers, de donneurs d'ordre, d'intermédiaires. L'avocat Mamat Hassan Abakar fut le premier à enquêter sur les crimes de la période Habré. La commission d'enquête sur les crimes et détournements qu'il dirige avait estimé dans un rapport à plus de 40 000 le nombre de personnes mortes en détention ou exécutées au cours de sa présidence de 8 ans. Attardons-nous sur le mode de calcul employé par l'avocat tchadien pour parvenir à ces estimations. À N'Djamena seulement, il y avait plus de 6 prisons. Dans chacune de ces prisons, il mourait 5 à 6 personnes, voire plus par jour. Nous avons trouvé des fiches de services pénitentiaires qui l'ont révélé. Nous l'avons mis dans le rapport en constatant qu'en une seule nuit, 30 personnes étaient décédées. En tenant compte des morts enregistrées à la piscine, la prison souterraine où il y a eu le taux le plus élevé de décès, à la messe des officiers, à la gendarmerie, aux locaux, etc., vous mesurez le drame. Il faut aussi préciser que les massacres d'Habré n'ont pas cessé un seul jour depuis qu'il avait pris le pouvoir. En dehors de ces fiches, il y a le site d'Amras Gos, où on a pu retrouver au cours de nos recherches des fosses communes, sans compter 2 autres grandes fosses communes situées à l'ouest de N'Djamena près du village d'Ambing. C'est un rescapé qui nous a montré une fosse commune dans laquelle se trouvent presque 150 corps. Et selon le témoignage d'un autre rescapé, ces personnes ont été tuées en une seule nuit. À N'Djamena, pendant la révolte des Hadiarai, nous avons aussi rencontré un rescapé au moment de notre enquête. Il est maintenant mort. Il nous avait conduit à un charnier où on a trouvé 16 corps. Il est resté sauf parce que ses bourreaux le croyaient mort. Et on peut multiplier les exemples. C'est pour cette raison qu'on a dit que les 40 000 morts sont sous-estimés. Le pouvoir avait demandé cette enquête pour justifier sa prise du pouvoir par la force. J'ai compris par la suite qu'il n'avait pas l'intention de changer les méthodes que pratiquait Hissène Habré. Il a gardé les mêmes tortionnaires, les mêmes bourreaux qui étaient avec Habré. Personnellement, je pense que Déby n'a jamais été chaud pour organiser ce procès. Quand Déby avait pris le pouvoir, il avait les moyens de juger ou de faire juger Hissène Habré. Et pour moi, le premier acte était d'écarter les anciens bourreaux.
Mais il ne l'a pas fait, il les a utilisés, donc il n'a jamais voulu juger Habré. Aujourd'hui, c'est malgré lui. In Le Quotidien sénégalais. Jacqueline Moudeina rappelle de son côté que la commission d'enquête avait conclu en 1992 que les sbires d'Habré devaient être vidés de l'administration. Et que ça, bien sûr, n'a pas été fait. Peut-on imaginer que ces mêmes archives n'aient pas été visées et débarrassées de leur contenu compromettant par les autorités tchadiennes avant d'être laissées à la disposition des victimes, de leurs avocats et d'Human Rights Watch ? Posons la question autrement. Pourrait-on retrouver dans ces archives de quoi inquiéter réellement ceux qui, sous Habré, agissaient et continuèrent de le faire sous Déby ? La diligence avec laquelle le pouvoir tchadien a permis à Canal+ de tourner au Tchad fin 2008, et en particulier les interviews de victimes au regard du nombre de bourreaux toujours en poste ou en liberté, laisse d'ailleurs perplexe. Questionne. Que serait-il advenu si d'aventure des journalistes étaient tombés sur un témoin ou une victime dénonçant nommément un haut fonctionnaire actuel de l'État tchadien, ou Déby lui-même, avec suffisamment de détails et d'indications pour établir sa culpabilité ? Les courageuses victimes qui apparaissent à visage découvert pouvaient-elles mettre en cause d'autres personnes qu'Habré ? Le peuvent-elles aujourd'hui ? Le pourront-elles demain durant le procès ? Aurait-il été possible à l'équipe de tournage d'aller tourner en région ou fut-elle confinée à N'Djamena ? Déby avait à cœur de prouver par cette soudaine liberté donnée à des journalistes français qu'il n'avait rien à redouter d'une grande enquête sur le régime Habré. Sans doute avait-il alors aussi besoin de redorer une image chaque année plus écornée, par les permanentes résurgences de son passé sous Habré, justement, et par sa pratique du pouvoir lui-même, réélection triomphale, droits fondamentaux bafoués, liberté de la presse fictive, emprisonnement arbitraire, disparition. Celle de l'opposant Ibni Oumar Mahamat Saleh en février 2008 fit grand bruit, et contribua grandement à l'image peu flatteuse de Déby. Elle ne fut sans doute pas étrangère à l'autorisation délivrée à Canal+ de venir filmer. Septembre noir. Ses conseillers, ses turiféraires et ses avocats n'en démordent pas, Idriss Déby n'a joué aucun rôle criminel sous Hissène Habré. S'il est pourtant une personne qui peut se sentir visée en filigrane par un procès Habré équitable, c'est bien lui. Son entourage, ses hommes de confiance et combien de fonctionnaires, de militaires, de policiers, de politiciens comme lui déjà en poste et actifs depuis le début des années 80. Car c'est bien de lui aussi, Idriss sous Hissène, que les témoins parlent s'agissant des massacres perpétrés au sud. De Sahara Mundou, en passant notamment par Danamadji, Maro, Ngalo, Moissala, Nkourm Bedidja, Bejongo, Gundi, Bekamba, Bedaya, Toba, Goré, Bebouja, Maimbokoum, Bessao, de Mundou à Bongor en passant par Bodo, Deli, Mbarnaimar, Moissala, Krim Krim, Benoy, Beboto, Kelo, Laï, Donomanga, Gunugaya, Pala, Léré, Fianga. À Sar, nous raconte Elisabeth, Ngarari Yamassoun, inspecteur principal de la douane, a été égorgé par les gens de Déby. Son jeune frère, Ndagoum Yamassoum, plus tard Premier ministre et actuellement ambassadeur du Tchad en Afrique du Sud, aurait sûrement un témoignage important à offrir sur cette période, sur ces massacres et sur leurs auteurs. Depuis des années, Déby donne le change. Se sachant accusé par les victimes, il feint d'avoir la conscience suffisamment tranquille pour ne pas entraver un processus qui l'encouragerait même, au point de décréter chômé le jour de l'annonce de l'arrestation d'Habré à Dakar, de multiplier les déclarations en faveur d'un procès équitable, de s'engager au nom de l'État tchadien à assumer les dédommagements et réparations pour les victimes. Mieux qu'un président qui reconnaît sa défaite et quitte le pouvoir après les élections, le président immaculé qui, au nom de la responsabilité d'État, endosse celle des crimes passés. Après la pathétique affaire de l'Arche de Zoé, Déby avait su habilement faire pression sur le président français Sarkozy pour en tirer des bénéfices sur les scènes nationales. Il profite cette fois de la participation de l'armée tchadienne à l'intervention française au Mali début 2013 pour redevenir un partenaire de choix de la France, et donc un président qu'on laisse gouverner à sa guise. Elisabeth pourtant ne peut pas oublier les massacres de cadres administratifs et politiques par dizaines en septembre 1984. Des Sarrats, des chrétiens, des animistes, les rebelles du CCD, FMI, Conseil de commandement et de défense de la force mobile d'intervention, dirigé par Pierre Tonquinon, allait rallier le gouvernement. Mais Idriss Déby, Brahim Itno, ministre de l'Intérieur et les leurs, qui ne voulaient pas de cette paix qui les privait des avantages financiers et matériels de la domination sur le Sud, ont saboté ces accords. Ses parents, ses frères et lui-même continuent de se partager notre région. Au prix des massacres de plusieurs milliers de personnes, rebelles ou pas, cadres, simples témoins ou membres d'une même famille, d'un même village, d'un même groupe religieux. D'après Elisabeth, ordre fut même donné de tuer les hommes, les garçons et les bébés de sexe masculin à Ndila, Koumra. Toujours vivant aujourd'hui, Pierre Tonquinon, qui aura aussi été ministre sous Habré et sous Déby, ne serait-il pas une personnalité dont le témoignage ferait avancer la cause de la vérité ? À l'évocation de ces tueries, Déby renvoie à Habré, et lorsqu'on les impute à leurs champions, les pro-Habré répondent « c'était la guerre et il y a eu des morts de chaque côté ». On mesure la détresse des victimes des uns et des autres, et l'impunité globale.
Pour Ousmane, dont le père fut arrêté à Blitkin en 1987, il faut commencer par revenir aux tueries du Sud, au début des rébellions, en 1983, je cite. Aujourd'hui, on verse des larmes de crocodile en évoquant des massacres au Sud, mais combien de nordistes les approuvèrent alors? Combien firent-ils de victimes? 15 000? Plus? Pour nos deux témoins, si les CAE ne visitent pas ces lieux et tant d'autres en pays Aïdjaraï ou chez les Agawa, le procès sera inutile. Abré est déjà condamné à mort au Tchad, rappelle Ousmane. Pour les cadres arrêtés à N'Djamena, c'est Abré qui donnait les ordres. Mais les anciens combattants, les cultivateurs, ce sont les cadres locaux qui les ont décimés, pas Abré. Car sous Abré, on aura tué aussi des Français, en la personne d'anciens combattants. Ousmane refuse qu'on les appelle tirailleurs. Ils n'étaient pas sénégalais, ils étaient français. Tués, ces retraités de l'armée française car appartenant pour la plupart au groupe des Kenga, des guerriers, des Adiaraï. Les Adiaraï en attendant les Agawa. 3 grands groupes composent l'armée tchadienne, les Goran, les Agawa et les Adiaraï. De leur adhésion au pouvoir central et à son chef découle l'équilibre relatif des forces. En perdre un, c'était prendre le risque pour Abré de voir son armée se disloquer. 3 hommes, 3 éminents Adiaraï lui posèrent problème. Le premier soutint les 2 autres. Il s'agit du journaliste et activiste Salah Gaba, figure populaire à laquelle s'identifient bien des jeunes gens aujourd'hui. Le deuxième, Maldom Bada, est un simple soldat devenu préfet, un de ceux qui aux armes préférèrent la politique et le combat des idées. Il se brouillera avec Abré à cause de la suspecte disparition d'Idriss Miskin. Haroun Godi, ministre sous Abré, fut démis par décret car il s'opposait à la politique du chef de l'État contre son ethnie. Ces 3 prises de position sont directement liées à la mort en 1984 des suites d'une crise de paludisme foudroyant d'Idriss Miskin. Véritable numéro 2 du régime, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, originaire du Guéra et d'ethnie Aïdjaraï. Abré le soupçonnait d'avoir trop bonne presse auprès des Français, et donc d'être une alternative crédible en cas de bouleversement militaire ou politique. Le paludisme foudroyant, c'était impossible à avaler pour le journaliste activiste Saleh Gaba et les 2 ministres. Ces 3 hommes étaient alors considérés par Abré comme des opposants fondamentaux à mettre hors d'état de nuire dans une région peuplée de beaucoup de militaires qui avaient suivi Idriss Miskin auprès de lui. Après leur sortie du bois, Abré fit arrêter la quasi-totalité des membres Aïdjaraï de son gouvernement, de hauts cadres comme Ahmad Dadji, ainsi que des cadres civils, des militaires, des médecins, des anciens combattants français déportés, de Bitkin, de simples villageois. Pour les Aïdjaraï, il a nommé un commandant d'armes de Bitkin, la préfecture des Aïdjaraï Kenga, Guihini Kamis, aujourd'hui dans l'administration d'Ebi et qui, selon Ousmane, commanda aux exécutions des Aïdjaraï. Pas seul, bien entendu. Il y avait par exemple Akouma Agnami, du commandement militaire de la zone du Guéra. Il est toujours là, colonel en retraite, c'est lui qui est à l'origine de l'arrestation de Saleh Gaba, et donc de sa mort, même si autant par pudeur que par superstition, Ousmane ne prononcera pas le mot. Et de tout ce qui a été fait à Mongo, ne te trompe pas quand tu feras tes retranscriptions, ne confonds pas Guihini Kamis et Guihini Korei, directeur de la DDS, un autre niveau d'autorité, et fais bien figurer les noms de tous les cantons, de tous les villages, que les gens sachent où aller s'ils veulent savoir. Haroun Godi mourra dans un combat contre les forces d'Abré. Saleh Gaba serait mort en détention suite à des tortures et des mauvaises conditions de détention, selon d'anciens détenus. Le 13 octobre 1991, Déby a arrêté Maldom Bada Abbas, juste un an après leur entrée conjointe dans N'Djamena. Ensuite fut organisé un véritable massacre des Aïdjaraï de la capitale, tout comme ceux des villages. Depuis cette date, les ressortissants du Guéra n'ont jamais pardonné à Déby qu'ils ont amené au pouvoir. Le 13 octobre 1991 a tout de suite rappelé aux Aïdjaraï les années 86-90 où Abré et sa clique ont systématiquement massacré des cadres du Guéra et des Aïdjaraï d'une manière générale. Le régime actuel de Déby n'est-ce pas du abréisme sans Abré? Déby n'a fait qu'appel à ceux qui ont massacré avec lui et Abré. Il suffit de regarder autour de lui. Pendant ces 20 années, il s'est occupé à faire le vide autour de lui et de ses compagnons de lutte Aïdjaraï, Maldom Bada Abbas, Kapin Shadala, Garboubou Gatchelme, Garboubou Seïd, Brahim Rias, Kamis Dokon, Abakar Gaoui, Daoud Soumein, Moussa Goudja et bien d'autres. Déby est venu compléter le travail qu'il avait commencé avec Abré. Sinon pourquoi il n'y aurait que les chefs militaires Aïdjaraï qui meurent? Ton, le blogueur tchadien exilé Makaïla, récemment invité par le nouveau pouvoir sénégalais à quitter un territoire plus accueillant avec les vieux despotes déchus. De décembre 1986 à fin 1987, Hissène Habré et son régime se consacrent à la persécution des Aïdjaraï. Point d'orgue, les 3 grandes tueries autour de Bitkin, à Mataya, à Ambazina et à Bokyo. La simple liste des cantons et quelques noms de villages peuplés d'Aïdjaraï et victimes des tueries donne une idée de l'ampleur du nombre des victimes et quelques pistes de recherche pour les enquêteurs. Canton de Kenga, Abtouyour, village de Saleh Garba, Mataya, Sarakenga, Barama, Bidjir, Banala, Boulong, Djaya, Djerbé, Mawa, Sim, Somou, Boubou, Gala, Abdan, Maligué, Djekou, Matkoro.
Canton de Djonkor, Mukulu 1, Maborio, Mukulu 2, Mukulu 3, Seguin, Bokyo, Djerkache, Morgue, Doli, Ambazira. Canton de Djonkor, Aboul Telfan, Baro, Mongo, Bandaro, Kadam, Nyergi, Kafila, Tchakor, Kilim, Monjono, Kole. Canton de Daguila, Boulou, Kututu, Boli, Ungum, Zane, Tchingil. Canton de Gogmi, Gogmi, Sila, Likigné, Ardepfaltati. Canton Rasbaren, Gogmi, Djili. Canton de Melfi, Baka, Dabaka, Roukoum, Daoua. Sans compter les cantons de Djadjo 1 et 2, RF. Djanamousmar, Mokofi, Mobi, Sorki, Dangalea ou le canton arabe Imar. Certains exécutants sont morts déjà comme Ahmad Alati, adjoint de Correille à la DDS. Pour certains, il fut l'un des pires. Rentré au Tchad en 1995, il y est mort sereinement, nullement inquiété. Mbaye Koubou, devenu directeur de la DDS, lieutenant monté en grade sous débit, gouverneur même, actuellement en prison. Kété Moïse, responsable de la DDS, puis anti-débit, rebelle et mort. D'autres sont encore en vie, pour ne pas dire en poste. Je connaissais un des envoyés d'Abré dans les zones du Sud, Oumar Kadjalami, conclut Ousmane. Il appartenait sous Abré à une assemblée consultative. Sous débit, il est devenu général, ministre. Qui osera le faire témoigner? Durant les massacres d'Aïdiaraï, Abré envoyait parfois des ministres qui étaient à Aïdiaraï pour calmer et menacer les leurs. Je pense à quelqu'un comme Togu Djimé, ministre de l'Intérieur dont Déby fera un ambassadeur, et qui aujourd'hui serait en France, malade, dit-on. La France savait-elle? Goukouni Wedei, contre qui Hissène Habré bâtit son accession au pouvoir, était prêt à laisser la Libye de Kadhafi prendre position au nord du pays. Hissène Habré sera l'anti-Kadhafi, une digue. Parfait pour la France, Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, le concède volontiers. Face à Kadhafi, qui, croyait-on alors, représentait un danger d'embrasement de toute l'Afrique, Hissène Habré était le chef des honnêtes gens. Reçu à l'Élysée, seul, avec les honneurs de l'accueil en haut des marches par le président français. Ou plus discrètement mais plus stratégiquement, en compagnie de poids lourds de la France-Afrique tels que l'Ivoirien Houphouët-Boigny, le Zaïrois Mobutu et le Gabonais Bongo. Habré a le soutien de Paris et celui de Washington. Voir l'envoi par les USA d'un conseiller instructeur à la fameuse DDS, la police secrète, ainsi que sur l'organisation de stages pour en former les cadres. La France pouvait-elle ignorer ce dont Habré et son régime se rendaient coupables? On savait un peu, dit Dumas, qu'Habré était un chef dur. Qu'aurait-on fait? Sacrifier la politique stratégique mondiale pour quelques exactions, ce n'était pas dominant. Conclusion. Constante à travers les divers travaux journalistiques ou historiques consacrés au Tchad et au procès Habré, tout le monde savait, Habré n'a pas tué de ses mains, ceux qui lui obéissaient ont occupé ou continuent d'occuper des postes importants après sa chute, à commencer par Idriss Déby. Il y a quelque chose de quasiment religieux dans l'attente que suscite le procès pour Human Rights Watch, les médias et même les victimes. Le bon sens commanderait de s'interroger sur les résultats et bienfaits à attendre d'un procès si long à simplement mettre en place, qui ne concernera si l'on peut dire que 14 victimes et qui pourrait ne couvrir que les tueries et massacres perpétrés près de la capitale. Pour quelques victimes identifiées qui pourront témoigner à la face d'Habré, combien risquent de disparaître à jamais, toujours pas entendus, car toujours pas recherchés, toujours pas envisagés, car victimes de bourreaux moins prestigieux. Combien de Sarah, d'Adiaraï, d'Arabes ou de Zagawa, au sud, au centre, dans les régions du nord, ont-ils été tués sans même avoir été torturés, parce que témoins, simplement témoins, à faire taire à jamais. Cela n'entama pas l'enthousiasme le 4 septembre 2013 d'un autre représentant de Human Rights Watch au Sénégal qui publiait une tribune importante dans Libération, à Paris, se félicitant des dernières avancées du procès début juillet 2013 sous l'impulsion du président Macky Sall, de l'arrestation d'Hissène Habré, de voir ces victimes heureuses de se retrouver, de pouvoir aller bientôt exorciser leurs souffrances en témoignant face aux coupables. Les anciens sbires de Habré sont parfois devenus commandants de gendarmerie, commissaires, etc. Mais rassurons-nous, une vingtaine d'entre eux, toutefois, les principaux responsables de la répression, font aujourd'hui l'objet de poursuites pénales au Tchad, conséquence immédiate du travail des chambres spéciales. Fin de citation. Les autres victimes, celles qui ne sont ni recensées ni écoutées à ce jour, devront-elles attendre, après celle d'Habré, la mort d'Idriss Déby pour être enfin considérées? Justine Okimi. أنت بي فتنة تمت سنة
أنا